Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est la FAQ les amis. On y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Hier j'ai sorti l'analyse, il y avait pas mal de choses à dire tout ça, donc je n'ai pas pu faire la FAQ et l'analyse dans une seule et même vidéo. Ça aurait été une vidéo de peut-être 1 heure, voire plus encore, donc je ne voulais pas vous faire ça. Donc aujourd'hui on va parler de la FAQ, demain on fera un petit live les amis, je vais programmer ça. Je vais le faire. Normalement, il y a le tirage au sort de la Ligue des Champions, donc si j'ai bien compris, c'est autour de midi, quelque chose comme ça. Donc on va se faire un live, un petit live reacting, un petit truc comme ça. On va se faire le tirage au sort en direct pour ceux qui sont dispo. Pour ceux qui bossent, tant pis. Ou alors pour ceux qui bossent en télétravail, vous pouvez quand même participer au live hein, si vous voulez. Mais bref, donc je ferai un live demain midi pour les chômeurs. On sera là les amis. On sera bien là. Donc on commence tout de suite cette petite FAQ un petit peu freestyle hein, évidemment comme vous le savez, c'est tout le temps réponse aux questions au naturel. Je prépare pas vraiment les questions ni les réponses. Je regarde un peu ce qui me semble pas mal et j'essaie de répondre le plus naturellement possible. Donc on commence avec Amine qui dit Koubarsi c'est qui ce super Saiyan God, il a Pocket Osimhen. J'avoue que Koubarsi c'est incroyable. Je pense qu'il y a de plus en plus de supporters qui vont s'intéresser à la Masia. Je pense, c'est vrai que il y a quand même pas mal de talent et puis je vous l'ai dit déjà, je l'ai déjà dit dans des vidéos, moi je suis pas énormément non plus de catégories à la Masia, je vais pas faire le grand connaisseur, il y a des gars qui suivent beaucoup plus que ça, des gars que je connais on va dire de Twitter, qui sont des comptes spécialisés sur la Masia, hein. Vous pouvez aller voir Espacio Masia d'ailleurs, on va faire un petit peu de pub pour le frérot quand même. Espacio Masia par exemple sur Twitter qui fait qui suit quand même beaucoup plus d'équipes. Moi je suis principalement la B, je connais un peu quelques juvéniles, j'essaie de suivre par exemple, il y avait eu la Coupe du Monde des U17 avec l'Espagne, j'avais suivi, j'avais regardé justement Pau Koubarsi, Marc Diou qui avait joué là-bas, qui avait été titulaire, qui avait sorti, Koubarsi avait sorti une Coupe du Monde assez monstrueuse, même si l'Espagne avait été éliminée, mais il avait fait une très bonne Coupe du Monde. Marc Diou il avait marqué des petits buts sympathiques, il n'y avait pas au prime au milieu, bref, il y avait Juan Hernandez aussi qui avait fait une très bonne compétition, donc il y a vraiment beaucoup de jeunes au Barça, vraiment toute une panoplie de jeunes joueurs dans beaucoup de catégories qui sont vraiment très intéressants à suivre. On verra avec le temps. Moi j'aime pas trop regarder les trop jeunes parce que généralement tu sais pas vraiment ce que ça va donner, tu vois. Moi j'ai pas envie de regarder des gamins de 10 ans, 12 ans, tu vois, tu sais pas ce qui peut se passer. Mais les juvéniles, tout ça, quand ça commence à avoir 15, 16, 17, 18 ans, c'est sûr que c'est un peu intéressant de voir jouer ces jeunes-là quand on sait que quand même Lamine Yamal a à peine 16 ans, donc il aurait l'âge de jouer toujours en juvénile. C'est pareil pour Koubarsi, il y a un an il jouait en cadet je crois, donc en dessous des juvéniles il me semble, si je dis pas de bêtises. C'est n'importe quoi. On a des jeunes joueurs qui sont tellement talentueux, mais j'avais fait une vidéo où j'avais parlé de certains joueurs qui pouvaient justement prendre part à la rotation dans l'équipe première parce que il y a certains jeunes joueurs qui sont déjà physiquement développés. C'est le cas de Koubarsi. C'est pour ça que Koubarsi est là où il est aussi. Parce qu'on a des jeunes joueurs, des jeunes défenseurs, tout ça, ou des jeunes joueurs en général qui sont très bons dans les catégories inférieures, sauf que physiquement ils sont pas encore prêts, machin, et tu vois que physiquement ils sont pas encore trop développés on va dire. Et là on a un mec comme Koubarsi qui forcément à 17 ans, le mec est déjà franchement, il est déjà assez développé et il va continuer à se développer. Regardez Ronald quand il a commencé en équipe première, il avait 18, je sais plus exactement quel âge il avait, 18-19 ans peut-être. Physiquement, il n'était pas encore stylé maintenant. Donc je dis pas que Koubarsi va devenir comme Ronald, ça c'est la génétique et tout ça qui rentre en compte. Mais déjà physiquement, tu sens que il y a du potentiel en termes d'athlétisme quoi chez Pau Koubarsi. On a un mec aussi comme Marc Bernal, j'avais dit au milieu, qui physiquement est déjà assez impressionnant aussi, il a 16 ans, il a des tuisseaux frère comme ça, regardez Marc Diou aussi devant. Donc j'avais donné des exemples comme ça. Il y a des jeunes joueurs qui sont très talentueux aussi mais qui n'ont pas un physique monumental, donc peut-être qu'ils sont pas encore prêts à passer le pas. Et après il y a le talent aussi. Parce que regardez Lamine Yamal, il n'a pas un physique monumental, hein, c'est loin de là même. Et pourtant, le talent fait la différence. Après, on a la chance d'avoir un coach qui donne sa chance aux jeunes, on va dire. Ça, c'est un truc qu'on avait vu chez les supporters, un avis, ça me faisait assez rire, qui disait que Xavi ne donnait pas sa chance aux jeunes. Alors, je sais pas si le discours est toujours le même ou si on a décalé le discours sur autre chose, les problèmes. Mais en tout cas, Xavi a fait confiance quand même à ces jeunes joueurs, il les a mis dans les bonnes conditions. Et surtout,
il performe. Parce qu'il pourrait très bien faire démarrer des jeunes, Xavi, et de ces jeunes soient mauvais. Mais Lamine Yamal, voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en dire grand chose. Hein. Je pense qu'on a tous vu ce qui se passe sur le terrain. Et Koubarsi, c'est pareil. On a vu les débuts d'Hector Fort aussi il n'y a pas longtemps, où il est pas mauvais aussi. Marc Djouk est pas mauvais aussi. Donc voilà, c'est des jeunes. J'espère que le prochain coach, peu importe qui ce sera, j'espère qu'il fera confiance à la Masia, parce que ça reste pour moi là, un peu la base, quoi. Ensuite, question de Ahmed qui dit: que penses-tu du match de Christensen? Je l'ai trouvé plutôt bon, Christensen, vraiment très solide, très intéressant, comme toujours, hein, défensivement, concernant le pressing, tout ça. Vraiment, heureusement qu'il est là au milieu, il fait vraiment un taf monumental, je trouve. Maintenant, avec ballon, il y a toujours un Christensen sans ballon et avec ballon, quoi. Ça va mieux, il y a de l'amélioration, on va dire. Quand on voit rentrer Roméo, on a peur. Donc c'est que Christensen est plus rassurant déjà, mais Christensen joue très peu vers l'avant. C'est ça qui nous bloque un petit peu aussi notre jeu. On l'a dit souvent, il y en a plein qui l'ont remarqué et qui disent que les relances de Ronald par exemple, ça nous freine des fois, parce que ça nous empêche des fois, quand on est vraiment très bien pressé par une équipe qui est vraiment bien en place comme contre Bilbao, eh bien Ronald physiquement c'est bien, mais pour les sorties de balles c'est très compliqué. Voilà, au contraire de Koubarsi ou Inigo Martinez. Eh ben, c'est un peu pareil avec Christensen, c'est un peu compliqué au niveau du jeu vers l'avant. Quand on arrive à ressortir le ballon, qu'on arrive au milieu, Christensen généralement il joue très très peu vers l'avant, quasiment pas vers l'avant. Soit c'est des passes latérales, soit c'est des passes vers l'arrière, mais jamais vraiment qu'il va casser devant. Alors peut-être qu'il va en faire une ou deux dans le match, mais c'est très très peu. Donc forcément ça nous freine un petit peu dans la construction du jeu, mais voilà, quand il y a Frenkie à côté de lui, peut-être que ça se voit moins, parce que Frenkie fait vraiment se dédouble, ou fait vraiment une grosse part du travail dans la construction, dans l'avancée de la balle, on va dire, du jeu. Mais avec d'autres, ça se voit un petit peu plus, c'est les carences de Christensen. Mais franchement, sans ballon, défensivement, il nous apporte vraiment énormément. Ensuite, on a Zemanka qui dit: faut-il faire un choix entre le parcours en Ligue des Champions et la Liga pour gérer nos meilleurs joueurs qui n'ont que 17 ans? Franchement, je pense pas qu'il faut faire un choix. Je pense pas que le Barça doit faire un choix. La Liga, si c'est mathématiquement faisable, c'est encore un espoir, on va dire. Il faut la jouer à fond. On va pas arrêter de la jouer. Maintenant, si avant le match de Ligue des Champions, peu importe le match qu'on aura, les types qui on va tomber, si avant ce match-là, on a un match un peu plus abordable, on va dire, on peut se permettre de faire des rotations. Mais par exemple là, regardez, il y avait le match de Naples, ce week-end il y a le match contre l'Atlético. Xavi, il a mis ses meilleurs joueurs sur le terrain, enfin les meilleurs joueurs que lui il estime. Il n'y avait pas de rotation, il n'y avait pas de je sais pas quoi. Il n'a pas géré les joueurs contre Naples pour prioriser la Liga, tu vois. Et inversement, le week-end d'avant, juste avant Naples, il a fait quand même souffler Lewandowski, mais c'était Majorque. Tu vois, si ça avait été le Real, si ça avait été l'Atlético, je ne sais qui, Lewandowski il aurait été titulaire, il n'y aurait pas eu vraiment de rotation, tu vois. Donc je pense pas qu'il faut gérer, je pense pas que Xavi le fera de toute façon. Maintenant, ça dépend des matchs, comme je dis. Ensuite, on a Stanley qui dit: Koubarsi, Araujo, le futur du FC Barcelone, continue, tu dettes ça, tonton. Merci frérot, ça fait plaisir. Koubarsi, Araujo, le futur du Barça, ouais, il y a moyen. Forcément, Ronald, c'est un personnage assez important du futur du Barça. Même s'il y a des rumeurs constantes sur son départ, sur son potentiel départ à la fin de la saison, Ronald, ça reste un des capitaines de l'équipe. Ça me paraît étonnant quand même, toutes ces rumeurs. Laporta a déjà dit en plus que si ça ne tenait qu'à lui, Ronald il resterait jusqu'à la fin de sa carrière. Mais sur le papier, oui, ça a une belle tête. Après, il y a beaucoup de joueurs aussi. On pense à Michael Faye, forcément, qui pourrait intégrer tout ça. À voir après. Mais c'est sûr que le Koubarsi, ce qu'il montre là, c'est monumental. Il y avait ce petit débat, ce petit scandale qui n'est pas vraiment un scandale, mais j'ai plus le mot, mais bref, vous m'avez compris. Le délire, l'histoire avec Michael Faye qui aurait dû lui être appelé et pas Koubarsi, parce que soi-disant Koubarsi n'avait pas le talent, je sais pas quoi, il était juste favorisé parce qu'il était espagnol, catalan, tout ça. Bon, je pense qu'il a répondu un petit peu sur le terrain, même s'il n'avait pas besoin de répondre. Pour ceux qui l'avaient vu, pour ceux qui le connaissaient un petit peu, ils connaissaient un peu son talent. Après, pour ceux qui ne regardent pas les matchs, c'est sûr que c'est un peu moins évident. Il y a quand même Michael Faye qui a un gros potentiel avec la B. Il vient d'arriver, ça fait qu'un an. Il y en a beaucoup qui comparent Michael Faye avec Ronald Araujo, parce que c'est un peu plus ce style agressif de défenseur vraiment puissant. Ronald, en fait, il est arrivé de
l'Uruguay et il a joué avec la B. Il est arrivé direct pour jouer avec la B, mais c'était pas vraiment, comment dire, c'est pas un gars qui a été formé pendant des années et des années à la Masia et où on a misé sur lui, ou tu sais, parce qu'à la Masia, ce qu'il faut savoir, c'est que les jeunes sont surveillés, il y a des joueurs qui ont beaucoup de potentiel et donc qui sont mis dans les meilleures conditions pour que dans le futur, si les gars qui suivent ça, les éducateurs, les coachs, bref, toutes les personnes à la Masia, ils disent que ce gars-là, il a le potentiel pour jouer dans l'équipe première, pour être un joueur important de l'équipe première. Pas au Koubarsi, tout le monde le dit depuis les équipes de jeunes. À chaque fois, ils ont dit c'est un des plus gros potentiels, déjà un des meilleurs défenseurs qu'ils ont vu à la Masia depuis des années et des années. Un très gros potentiel. Et c'était pareil pour Lamine. Quand il y avait Lamine chez les jeunes, il y a eu beaucoup de travail autour du jeune parce que il savait très bien qu'il avait un potentiel monumental et qu'il allait tôt ou tard arriver à l'équipe première. Sauf qu'il ne savait pas que ça arriverait peut-être aussitôt. Mais en tout cas, voilà, il y a tout un travail. Et pour les jeunes joueurs comme ça qui arrivent avec la B, il n'y a pas de projet comme ça. Il n'y a pas de projet de dire on va faire venir ce gars et tu vois, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Déjà, dans un premier temps, on les signe avec la B. Parce qu'avec l'équipe première, c'est compliqué d'avoir du temps de jeu. Donc voilà, au moins ils ont du temps de jeu. Voir comment ils s'adaptent au jeu du Barça, à la philosophie de jeu, au football espagnol, parce qu'ils arrivent d'autres championnats. Et ensuite, on voit. Et avec Ronald, ça a très bien marché. Avec d'autres, ça a moins bien marché. Mais avec Michael Faye, ils sont en train de dire, en gros, les gens qui tournent autour du club disent que ce qu'il fait Michael Faye, ça ressemble beaucoup à ce qu'avait fait Ronald quand il était arrivé. Il avait impressionné, tout ça. Donc il n'y a pas de raison que Michael Faye n'y arrive pas. Tout simplement, s'il monte son talent, au bout d'un moment, il va venir avec l'équipe première. Donc voilà, on va pas se plaindre non plus si on a beaucoup de talent chez les jeunes. Mais c'est sûr que pour le coach, ça sera peut-être un casse-tête d'avoir beaucoup de joueurs. Question de Yanis qui dit Rafinha, il a été très bon en attaquant gauche. Est-ce que ce serait pas son meilleur poste? Je sais pas si c'est son meilleur poste, mais c'est vrai qu'il a pas été mauvais. Après, ça reste Rafinha. C'est-à-dire que, bon, il y a des moments où il a fait des choses quand même assez étranges pour un joueur de foot. Mais j'ai dit dans mon débrief, j'ai dit que j'avais pas envie de critiquer Rafinha. Il avait quand même été décisif dans le match et il a fait plutôt un bon match, je trouve, dans l'ensemble. On peut critiquer certaines actions, certains ratés de Rafinha, ça reste Rafinha. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura forcément des ratés. Il peut pas arriver, claquer un triplé, genre il réussit tout ce qu'il fait, ce n'est pas ça Rafinha. Donc il faut pas s'attendre à ça, mais Rafinha là à gauche, c'est vrai qu'il a fait plutôt un bon match. Moi j'avais dit que à gauche, il était très mauvais. C'est ce qu'on avait vu la saison dernière, à chaque fois que Rafinha jouait à gauche, c'était une catastrophe. Il loupait tout ce qu'il faisait. Et là, je l'ai trouvé plutôt bon dans le travail qu'il avait à faire. C'est-à-dire qu'il avait un travail en fait, il avait beaucoup plus de travail sans ballon qu'avec ballon. Je pense qu'il faut moins responsabiliser Rafinha. Quand il joue à droite à la place de Lamine, on attend à ce que Rafinha déborde. Soit l'ailier droit qui fasse des différences. On avait Dembélé avant, on a Rafinha, il y a une petite différence. On a Lamine Yamal, c'est cool, on est de bonne humeur. On met Rafinha, c'est quoi ce bordel? Tu vois, je pense qu'il faut moins le responsabiliser avec ballon, faut qu'il fasse le travail. C'est plus un travailleur qu'un artiste, Rafinha. Concrètement, c'est pas parce qu'il est brésilien, on s'est tous fait enfumer. Il est arrivé brésilien, présentation, il avait la chaîne R10 en mode Ronaldinho. On s'est dit, attends, qu'est-ce qui se passe? C'est la samba, c'est Joga Bonito? En fait, non. C'est un ouvrier, Rafinha. Il est arrivé avec sa petite mallette, son petit casse de chantier, son marteau, et il vient là pour faire le taf. Donc voilà, il faut faire ça avec Rafinha. Donc là, à gauche, c'est Cancelo qui a la responsabilité de faire des différences sur le côté, et Rafinha, lui, il a la responsabilité de faire le taf de l'ombre un petit peu, c'est-à-dire sans ballon, faire le travail défensif, les replis, tout ça, mettre vraiment l'agressivité, l'intensité qu'il faut, et en phase d'attaque, se projeter aussi, faire les appels, libérer ses coéquipiers en faisant les appels, se proposer, jouer avec Cancelo. Il a plus fait jouer Cancelo que Cancelo l'a fait jouer, tu vois. C'est-à-dire que Cancelo, quand il était sur l'aile, il faisait des 1-2 avec Rafinha. C'est Rafinha qui envoyait Cancelo après pour que Cancelo il fasse des différences. Mais Rafinha, il était juste le relais là-dedans, tu vois. Il ne faut pas que Rafinha soit trop responsabilisé en mode c'est lui qui doit faire les différences. Vas-y, quand t'arrives dans les 30 derniers mètres, faut que tu dribbles tout le monde et tu marques un but. Ça sera pas ça. Mais s'il a Cancelo à côté de lui, ça peut fonctionner les deux. C'est une solution, disons. Après, je dis pas personnellement que Rafinha doit être titulaire non plus. Mais il nous a prouvé qu'il pouvait faire franchement des belles choses à ce poste-là. Pourquoi pas le revoir dans la saison? Ce serait avec plaisir. Ensuite, on a David machin chose qui dit salut café, salut frérot. On peut nous ramener le Bayern maintenant ou pas encore? Pas encore frérot. Après le Bayern, je sais pas.
Je sais pas, dites-moi dans les commentaires si vous préférez tomber sur City, sur l'Atlético, sur le Real, sur le Bayern, sur Dortmund ou sur le PSG par exemple. Je préfère, moi là comme ça, je pense que je préfère tomber sur le Bayern que sur le PSG et je pense que je préfère tomber sur le Bayern que sur City par exemple. Donc ramenez-nous le Bayern. Après je préfère tomber sur Dortmund. Voilà. Si je peux me permettre de choisir, autant choisir Dortmund. Ça veut pas dire que ça sera facile, mais je préfère encore Dortmund. Ensuite, on a Marit qui dit Koundé, on n'en parle pas assez, mais taille patron. Ouais, franchement, Koundé, gros match. Bah, j'en ai parlé dans mon débrief. Ronald et Koundé ont éteint Osimhen et Kvara. Vraiment un gros match de Koundé. Il enchaîne les gros matchs là, mais il y a un problème qui va se poser. Alors, je sais plus si on m'a dit ça dans les questions, tout ça, mais il y a un problème qui va se poser. C'est qu'est-ce qu'on fait de Koundé à la fin de la saison? C'est toujours pareil, parce que moi, je suis d'accord que Koundé, il est bon là. Moi, j'ai toujours dit que Koundé avait un certain talent, c'était un bon défenseur. Franchement, en début de saison, on a vu un Koundé monstrueux. J'ai trouvé qu'en début de saison, c'était le meilleur défenseur qu'on avait en termes de niveau, en termes de forme, tout ça. En début de saison, Koundé, c'était le meilleur derrière, c'est tout. Il y avait Ronald, il y avait machin, ok certes, mais Koundé, c'était le meilleur. Après, il s'est blessé et après, il est revenu. Il a été moins bon. Et puis après, il est reparti à droite aussi. En début de saison, il était défenseur central. Donc voilà, il y a eu des moments où il s'est fait laver complètement. On se rappelle de Grenade contre Saragossa là, s'est fait mélanger, c'est compliqué. Mais là contre Kvara qui est quand même pas un sacré client, Koundé il l'a mis dans sa poche. Donc c'est un beau match de la part de Koundé. Mais comme je l'ai dit en fin de saison, il faudra se poser la question parce que Koundé il veut pas jouer latéral droit. Donc est-ce qu'il y a la place pour lui dans l'axe? Si on considère que Christensen peut dépanner dans l'axe, peut dépanner en 6, eh bien qu'on reste comme ça un petit peu même la saison prochaine. C'est-à-dire que même si on a un 6 la saison prochaine, même si on va chercher un vrai 6 dont on a besoin, et si on considère que Christensen peut jouer un peu en défense, un peu en 6, qu'on veut garder Christensen, eh ben on peut le faire jouer à ces deux postes là et on peut avoir Koundé et Ronald dans l'axe. Koubarsi en doublure aussi dans la rotation qui joue régulièrement, peut-être pas titulaire indiscutable comme là, je sais pas s'il va rester titulaire indiscutable tout le temps. Et voilà, et Inigo Martinez, je sais pas. Après, je sais qu'on a besoin d'argent aussi, donc il y a forcément un défenseur qui va être vendu, je pense. Soit ça sera Christensen, soit ça sera Koundé. Faut voir lequel financièrement nous arrange le plus, on va dire. Et c'est sûr que si Koundé, on lui dit tu n'as pas de place dans l'axe et tu vas jouer latéral, je pense que Koundé il va vouloir se barrer, tout simplement. Ensuite, on a Riyad qui dit est-ce que tu crains qu'on s'effondre en quart par manque d'intensité physique? C'est possible, ça dépend contre qui on va tomber, ça dépend, mais c'est très possible. Après, moi je m'inquiète pas. Il y a beaucoup de questions sur ça, sur les quarts de finale, sur est-ce que tu penses qu'on va aller en finale? Il y a Britt Wade qui dit pouvons-nous croire à la Ligue des Champions? Que puis-je dire là-dessus? Moi je pense que le taf a été fait, on va dire, l'objectif est atteint. Maintenant, pour moi c'est que du bonus. On verra comment ça va se passer les matchs. Je dis pas que maintenant c'est pas grave si on perd, parce que ça dépend du tirage, ça dépend des matchs. Si le match tu le maîtrises totalement, match aller-retour, mais que tu perds et que t'es éliminé, ça sera pas forcément une bonne nouvelle, tu vois. Voilà, donc ça dépend de la physionomie des matchs, ça dépend du tirage, ça dépend de beaucoup de choses. Mais moi je considère que l'objectif il est atteint déjà, donc c'est déjà une bonne chose. Le reste je le prends comme du bonus. En tant que supporter, je le prends comme du bonus le reste. Je n'attends pas que le Barça aille en finale et soulève la coupe ou quoi. Il y a quelques semaines encore les gars, tout le monde disait, tous les supporters disaient qu'on allait se faire déchirer contre Naples, on va perdre, on va se faire laver par Osimhen, par Kvara, tout ça. Ça n'a pas été le cas, on les a franchement on les a dominés. Même au match aller, on aurait dû largement gagner, on a fait que match nul. On les a dominés au match aller, on les a dominés au match retour, même si c'était pas des matchs faciles, ça reste la Ligue des Champions, mais voilà. C'est pas vraiment ce qui peut se passer. Mais il y a quelques semaines encore, le Barça est cataclysmique, on s'était pris une remontada contre Villarreal là, c'était horrible, c'était vraiment la crise. Xavi annonce son départ en fin de saison, bref c'était le bordel total. Là on a retrouvé quand même une certaine sérénité, même si c'est loin d'être la folie. Il y a l'Atlético qui arrive ce week-end et je pense que ça va pas être marrant l'histoire. Ça peut être différent avec les retours de Frenkie, de Pedri. Là on a réussi un bon match quand même sans Frenkie, sans Pedri, qui sont des joueurs importants, voilà. Concrètement, donc on sait pas ce qui peut se passer avec. Est-ce qu'on jouerait mieux avec Frenkie et avec Gundogan plus haut par exemple? Mettez Gundogan à la place de Fermin Lopez, Frenkie à la place de Gundogan, rien que ça, sans parler de Pedri. Ce Pedri a tendance quand même à énormément se blesser, énormément être absent. Mais Frenkie en double pivot à côté de Christensen, Gundogan plus haut à la place de Fermin, là contre Naples, ça aurait été, je pense, beaucoup plus simple. On aurait passé un match
beaucoup plus tranquille. Voilà, tout simplement. Je sais pas si on aurait marqué autant de buts ou plus de buts ou je sais pas, mais le match aurait été beaucoup plus maîtrisé. Maintenant, comme je l'ai dit, pour aller loin en Ligue des Champions, les gars, faut être solide derrière, faut être efficace devant. Le Barça n'est pas cette saison. Donc je m'attends pas à aller très loin en Ligue des Champions, tout simplement. Et concernant l'intensité physique, ouais, ça va être compliqué. On sent pas un Barça en pleine forme, on sent que le Barça met le pressing, mais ça dure jamais tout le match. Et genre ça dure peut-être une mi-temps, et encore, tu vois, et c'est tout. Donc franchement, ça va être dur. Mais ça dépend de l'adversaire. Ensuite, on a Jérémy. Bon, ça, c'est pas une question, mais c'est juste, j'avais envie de le placer, c'est marrant. Jérémy qui dit Sergio Roberto est le milieu que De Bruyne rêve d'être. Voilà, ça m'a fait marrer. Merci Jérémy pour ça, c'est marrant. Ensuite, on a Joy le Boy qui dit bonne question, considères-tu cette qualification comme une réussite ou comme la norme? Pour moi, c'est pas la. Enfin, comment dire? Pour moi, c'est une réussite. Forcément, quand tu réussis, quand tu atteins un objectif, c'est forcément une réussite déjà, forcément, mais après la norme en soi pour un club comme le Barça, atteindre les quarts de finale, on pourrait dire que c'est la norme. Maintenant, regardez l'Inter. Je pense que les supporters interistes, ils vont se dire quoi pour un club comme l'Inter, la norme serait d'atteindre... oui, ben non. Ça dépend du tirage. Ça dépend des matchs, de ce qui se passe pendant les matchs, tout ça. Passer contre l'Atlético Madrid, c'est pas donné à tout le monde, c'est très très dur parce que c'est une équipe, l'Atlético, sur une double confrontation comme ça, c'est une équipe qui ferme le jeu, c'est très compliqué. L'Atlético a joué. Ils l'ont déjà vécu avec Guardiola qui avait galéré. Le Barça s'est déjà fait éliminer par l'Atlético en Ligue des Champions aussi. Bref, on sait que l'Atlético en Ligue des Champions, franchement, c'est des morts de faim. C'est très compliqué. Maintenant, on peut se dire, comme je l'ai dit, que pour un club comme le Barça, la norme, c'est de passer en quart de finale. Mais il faut toujours prendre le contexte en compte. Quand on voit que ça fait combien d'années? Ça fait 4-5 ans qu'on n'est pas arrivé en quart de finale. Voire plus, je sais même plus. Force. Mais donc, finalement, c'est pas la norme, tu vois. Sur les dernières années, ce n'est pas la norme. Le Barça n'est pas arrivé en quart de finale très souvent. Donc finalement, voilà. Maintenant, c'était pour moi l'objectif, au moins d'arriver en quart de finale. Et après, à voir selon le tirage, selon comment se passent les matchs, selon la forme de l'équipe, tout ça. Mais en début de saison, avant même de voir l'équipe, comment elle allait jouer, tout ça, moi, de ce que je disais, c'est que j'attendais le Barça en quart de finale. Je pense que l'objectif du club aussi, c'était de passer au moins les huitièmes, d'arriver en quart. Objectif est atteint, les amis, donc c'est une réussite. Ensuite, on a Junior qui dit coucou frère, coucou. Qu'est-ce qui a fait notre force lors de ce match? Bonne question. Ce qui a fait notre force, bon, non seulement, je dirais que c'est dans un premier temps la jeunesse, quoi. Forcément, quand tu vois Lamine et Koubarsi. Mais ce qui a fait notre force, c'est d'avoir tué le match très rapidement. Tué entre guillemets, parce qu'après Naples est un peu revenu et qu'on a quand même douté. Mais on a marqué, on s'est mis à l'abri. On a mis un gros coup derrière la tête de Naples en 15 minutes, en 17 minutes. Donc déjà ça a été plutôt pas mal parce qu'on a vu, même au match aller, le Barça qui a plein d'occasions en début de match et qui marque pas, qui finit quand même par marquer et qui se fait égaliser après. Mais voilà, donc on a un Barça qui est pas efficace d'habitude. Et là, on a quelques occasions au début, tac tac, et après tac, but au bout de 14 minutes, 15 minutes. Et deuxième but au bout de 17 juste après. Là, on a concrétisé direct notre temps fort et ça a fait notre force, on va dire. Ça a été un très bon point. D'habitude, ça, on n'y arrive pas. On a les occasions, mais on marque pas. On attend la deuxième mi-temps, la fin de match pour aller chercher, tu vois. Où vraiment le Barça après s'endort et puis après il pousse à la fin. Quand d'un coup ils se rappellent, on est obligé de gagner le match, c'est vrai. On va pousser à la fin, tu vois. Donc ça a été vraiment un point fort sur ce match. Et puis après le sérieux aussi. Dans l'attitude, en début de match, on a vu quand même une équipe qui avait une très bonne attitude pour défendre déjà. Dans l'agressivité, dans l'intensité, on a eu des mecs qui avaient envie de jouer, qui n'avaient pas envie de perdre ce match, en tout cas. Donc ça, c'est plutôt positif. On a eu une bonne défense, franchement une défense assez solide. Certes, on a pris un but. Je pense que ce but-là, il est évitable. Mais vu qu'on bricole tout le temps au milieu, on n'a pas cette solidité. C'est le gros point faible du Barça, c'est ça. C'est le double pivot devant sa défense. À l'entrée de la surface, c'est une catastrophe. On le sait. C'était une catastrophe en début de saison. Là, depuis qu'il y a Christensen, c'est un peu mieux. Mais voilà, avec Gundogan, c'est compliqué. Ça veut pas dire qu'avec Frenkie, on n'aurait pas pris le but. Hein. Parce que Frenkie, défensivement, c'est pareil. C'est pas non plus la folie. On a un gros problème défensif cette saison, c'est la protection de la défense. Le double pivot, là, défensivement, c'est pas très très efficace, quoi. Ça, c'est un problème qu'il faudrait peut-être résoudre, mais je sais pas comment. Je sais pas si... Enfin, il y a juste à dire aux joueurs de défendre, quoi. Tu me diras, mais faut que les
joueurs vraiment soient concentrés tout le match, quoi. Mais on a eu une équipe quand même assez concentrée, assez soudée tout au long du match. Il y a eu un gros temps fort de Naples, ça on a réussi à le tenir. Et puis après à la fin on a poussé pour tuer le match. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Ensuite on a Gerbi Mahmoud qui dit combien t'as reçu de questions sur Pau. Pas mal de questions sur Pau Cubarsí. Pas mal. Ensuite, on a Henri qui dit Sergi Roberto toujours présent quand il le faut. Ouais, j'avoue, Sergi Roberto, hein, on a beau dire tout ce qu'on veut. Sergi Roberto est toujours là. Dans les grands rendez-vous, Sergi Roberto, il enfile sa cape et il joue le super-héros, on va dire. Bon, même si là, il a pas sauvé le match en soi parce qu'on gagnait, mais son entrée, elle fait vraiment la différence. Elle fait la différence pas seulement par son talent entre guillemets à lui, mais par le fait que Gundogan joue plus haut aussi. On a placé Sergi Roberto à la place de Gundogan et Gundogan on l'a placé plus haut et ça a bonifié toute l'équipe, tout le milieu. Ça a changé beaucoup de choses. Donc voilà, des fois tu changes un joueur, il y en a qui comprennent pas ça, qui arrivent pas à comprendre pourquoi tu fais rentrer un tel. Mais tu fais rentrer un tel pour aussi bouger l'autre d'une position et ça change tout le match. Donc l'entrée de Sergi Roberto en soi juste. Tu dis, je fais rentrer Sergi Roberto. Pourquoi tu fais rentrer Sergi Roberto? Tu vois? Est-ce que c'est lui qui va changer le match? Eh ben oui, déjà. Au final, oui. Mais si tu changes Sergi Roberto à la place de Gundogan, là, tu vas te dire, bon, il n'y a pas vraiment d'intérêt. J'arrive pas à comprendre ça. Sauf que si tu mets Sergi Roberto sur le terrain à la place de Gundogan et que Gundogan, tu le mets à la place de Fermin et que c'est Fermin qui sort, là, il y a quelque chose de réfléchi. Il y a de la cohérence. Il y a quelque chose, tu vois. Et là, ça change tout. Donc des fois, voilà, il y en a pour certains qui se posent la question, pourquoi ils changent un défenseur, pourquoi... Des fois, tu changes un défenseur, ça va t'aider à sortir le ballon. Si on a des problèmes pour sortir les ballons, pour essayer de garder un petit peu le ballon, eh ben déjà, des fois, tu vas sortir un défenseur pour ça aussi. Et tu vas dire, mais pourquoi il fait ça? On a besoin de marquer. Oui, mais des fois, l'équipe, pour qu'elle joue mieux, l'équipe, t'as pas besoin d'avoir un attaquant qui va marquer. T'as besoin d'un gars qui va changer la physionomie du match. Donc, selon tes besoins. Si tu as besoin d'un gars qui sait ressortir les ballons derrière, tu vas faire entrer un défenseur pour ça. Et ainsi de suite. Voilà. Bon, ça, c'était juste mon avis là-dessus. Mais Sergi Roberto, ouais, toujours là. On en parlait en début de saison. Il y en a plein qui se plaignaient de ça. Il y en a pas mal hein, qui ont trouvé ça scandaleux. Sergi Roberto, premier capitaine du club. Moi, j'avais dit, c'est marrant. Forcément, quand tu regardes Sergi Roberto, premier capitaine du club, tu trouves ça drôle. Mais tu sais très bien qu'il jouera pas, qu'il sera pas titulaire. Donc, ça sera pas vraiment lui le capitaine. C'était Ter Stegen, quoi. Donc, ça, c'était pas vraiment un problème. C'était un faux problème. Les supporters avaient visiblement que ça à faire. C'est pas grave, fallait bien parler de quelque chose. Mais Sergi Roberto, franchement, derrière, ça reste un joueur qui est payé que dalle. C'est le joueur qui est peut-être un des moins bien payés de l'équipe, mis à part les jeunes et tout, mais... De joueurs pro. C'est un des joueurs les moins bien payés. C'est un des joueurs qui accepte un rôle de remplaçant. Il joue quasiment pas de la saison. Tu l'entends pas parler. C'est un mec qui dans les vestiaires est très important pour les jeunes, pour les moins jeunes. C'est le gars qui a été là pendant des années et des années. C'est un peu, je dis pas que c'est le ciment du vestiaire, tu vois. Je vais pas abuser non plus, mais c'est un bon gars. C'est un bon gars qui dans les vestiaires va aller voir. Il fait son rôle de capitaine en fait, tout simplement. Les capitaines, les gars, le rôle des capitaines, c'est d'aller parler avec les joueurs qui vont pas bien, on ne demande pas au mec de mettre l'ambiance dans les vestiaires, c'est pas Kipembe avec son enceinte les gars, mais c'est un mec qui va parler aux gars, qui va parler aux jeunes, les joueurs peuvent se confier à lui, tu vois, au lieu, s'ils ont pas envie d'aller voir le coach ou pour parler de trucs, ils vont se confier au capitaine. Le capitaine c'est le relais entre les joueurs et le coach, bref, tu vois, c'est un gars important en soi, c'est un gars important et il nous coûte que dalle, tu vois. Pour ça, il y en a, ils sont pas contents de Sergi Roberto. Oh, encore Sergi Roberto, il est toujours là. Sur le papier, Sergi Roberto, s'il est titulaire, oui, je vais te dire ouais c'est bon, on en a marre, tu vois, mais en soi c'est pas vraiment un problème. Sergi Roberto, c'est pas un problème ni financier ni sportif en soi. Il rentre, il fait son taf, il rentre chez lui et c'est tout, il en demande pas plus. On va finir cette FAQ, il y a beaucoup de questions les amis, je pouvais pas tout prendre, sinon la vidéo est trop longue, c'est compliqué. Mais on va finir avec Pita Tony qui dit le match de Fermin est mitigé, tu trouves pas? Il a perdu beaucoup de ballons. Alors oui, il a perdu beaucoup de ballons Fermin Lopez, mais un joueur qui ne tente pas, qui ne tente rien, ne perdra pas de ballon. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Je pense que Fermin c'est un joueur qui a pas mal de déchets. Parce que c'est un joueur qui ose, qui tente quand même tout le temps quelque chose. Dès qu'il a le ballon, il va vers l'avant, déjà. C'est pas un joueur qui a peur, c'est pas un joueur qui se cache, Fermin. Donc on peut pas on peut pas vraiment lui reprocher ça. Alors je sais, moi-même je l'ai dit dans mon analyse, j'ai montré certaines séquences, il y a pas mal de séquences où Fermin il perdait le ballon et moi-même dans le débrief et même pendant le match, je me suis dit il faut sortir Fermin. C'est bon, il est un peu cramé, il a fait les efforts déjà.
On peut pas lui enlever ça aussi. Il a fait énormément d'efforts. Le Barça a autant bloqué Naples aussi en début de match, c'est grâce à lui. Parce que défensivement, c'est un mec qui fait énormément d'efforts et tout ça, qui met énormément d'intensité dans le pressing, tout ça. Mais au bout d'un moment, j'ai dit Fermin, il doit sortir. Tu dois placer Gundogan plus haut. Tu dois faire rentrer Sergi Roberto. Sergi Roberto, on avait eu les infos comme quoi il bossait pour jouer dans le double pivot à côté de Christensen dans la semaine. On savait qu'il allait pas être titulaire parce que physiquement, il était pas prêt de toute façon. Mais voilà, il est rentré en fin de match, il a fait son taf. Mais Fermin, même s'il a loupé des trucs, c'est un gars qui tente beaucoup de choses. C'est un gars qui tente énormément, c'est un gars qui va toujours vers l'avant, c'est un gars qui ose faire des frappes. Alors il y en a qui ont dit ouais il a loupé beaucoup de frappes. Ouais mais il a tenté des frappes les gars. On peut pas tout le temps être dans la critique négative je dirais. Parce qu'à chaque fois on dit Pedri, Frenkie, tous nos milieux, jamais ils frappent. Les mecs ils frappent jamais. Et on a Fermin, il y en a plein qui disent Fermin il est sur le banc, faites-le jouer, lui au moins il frappe, il ose. Il joue, il tente, il frappe, il ose, il marque un but. D'ailleurs le premier but du match. Et après il loupe quand même beaucoup de frappes. Des frappes qui partent à 15 mètres au-dessus, certes. Et là, on va dire d'un coup, Fermin, il loupe ses frappes. Ouais, mais il a osé au moins. Il a tenté. Un joueur qui, constamment, dès qu'il a le ballon, va vers l'avant, ose les dribbles, ose les tirs, les frappes, tout ce que tu veux. On peut pas le critiquer, tu vois. Parce qu'au moins, il a tenté quelque chose. Alors, il y a du déchet, mais ça reste un jeune joueur. Avec le temps, il va apprendre à se canaliser un petit peu, à moins partir dans tous les sens, comme Gavi. Regardez Gavi au tout début, et regardez Gavi en début de saison là, c'était quand même pas le même joueur. Ça reste un jeune joueur, Fermin. C'est sa première saison en pro, les gars, en division 1. La saison dernière, il était en division 2, dans un petit club, dans un plus petit championnat. Le niveau est pas le même, tout ça. Il s'amusait. Maintenant, il doit apprendre à jouer un petit peu plus intelligemment, à calmer quand il faut calmer, à accélérer quand il faut accélérer. On sait qu'il peut accélérer le jeu. Il le fait tout le temps. Mais pour l'instant, ce qu'on n'a pas trop vu, c'est un Fermin qui calme un peu le jeu, qui réfléchit, qui fait tourner, tu vois. À chaque fois, dès qu'il a le ballon, Fermin, il a envie d'aller vers l'avant. C'est ça qu'il faut qu'il apprenne. Mais ça va venir avec le temps, les amis. Fermin Lopez, il a le talent, ça fait longtemps qu'il est à la Masia, tout ça. Il n'y a pas de problème. En question compréhension de foot, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'il faut qu'il apprenne à se canaliser, à se calmer. Mais moi, j'ai bien aimé le match de Fermin. Je trouve qu'il a fait de belles choses. Même Rafinha, je trouve qu'il a fait de belles choses. Même si tu peux critiquer le match de Rafinha et de Fermin parce qu'ils ont raté des trucs, ils ont fait des trucs, des pertes de balles. Rafinha, il a fait des centres, des fois, il fallait calmer le jeu aussi. Il fait un centre à Lewandowski complètement seul. Il y a tous les défenseurs qui sont revenus. Il y a juste Lewandowski dans la surface qui a 15 mètres d'écart. 15 mètres plus loin des cages, et Rafinha il fait quand même un centre qui ça sert à rien, c'est une chandelle, c'est un dégagement sur le gardien, mais peu importe. Rafinha je trouve quand même qu'il a été très utile dans ce match, qu'il a réussi son match dans la globalité, et Fermin pareil. Voilà, c'est tout ce que je dirais. On se retrouve demain les amis pour le live, pour le tirage au sort de la Ligue des Champions. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée.